Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir permis de présenter donc HandiConsult. Donc moi je suis neurologue de formation et je m'occupe spécialement de pathologies neurodégénératives de l'adulte, génétiques et de plus en plus neurodéveloppementales. Donc des patients qui, outre des symptômes neurologiques, ont aussi une déficience intellectuelle. Et en fait, je suis confrontée comme vous tous devant toutes ces pathologies neurodégénératives, neurodéveloppementales, génétiques ou pas génétiques d'ailleurs, au problème de l'accessibilité et de l'accès aux soins somatiques de tous ces patients en situation de handicap. Et donc j'avais regardé un peu, en particulier quand je me suis préoccupée des patients en situation de handicap intellectuel, à la lourdeur de la prise en charge somatique de ces patients et surtout aux difficultés pour diverses raisons, des difficultés d'accès aux soins, en raison de facteurs individuels. Alors pour les patients déficients intellectuels, les difficultés de communication, de compréhension, les troubles du langage, voire l'absence de langage, les troubles du comportement associés, les surhandicaps, l'absence de plainte spontanée ou d'une expression très atypique de la douleur, et puis toutes les difficultés de compliance aux différents examens, et puis les difficultés d'accessibilité éventuellement à certains lieux en raison d'une mobilité réduite. Et puis, il y a des facteurs de l'environnement, ça qui vont être communs vraiment à toutes nos pathologies rares qu'on suit, parce qu'on n'est pas très bien organisé. La coordination de l'accès aux soins par les professionnels de différents secteurs sanitaires, médico-social et social, n'est pas très bien orchestré. C'est bien fait en pédiatrie, il paraît, mais chez l'adulte, c'est moins bien. Souvent, on a des locaux qui ne sont pas accessibles, on n'a pas de matériel adapté, on manque beaucoup de temps. On est tous, ces consultations demandent du temps, les personnes ne sont pas formées. Et puis souvent, ces pathologies ne sont pas bien connues, en particulier quand nos patients arrivent aux urgences. On ne connaît pas leur pathologie, on dit moi je ne sais pas ce que c'est, et on a tendance à tout mettre sur le compte de la maladie rare. Et puis souvent, on n'accorde pas une place à l'entourage suffisante, alors que souvent, c'est le patient qui est expert de sa pathologie, qui connaît mieux, ou l'accompagnant. Ou alors, c'est des patients assez âgés et la famille n'est plus là donc pour nous dire ce qui s'est passé, les antécédents. Et donc, tous ces facteurs font que la prise en charge somatique de nos patients en situation de handicap est difficile. Alors, ce n'est pas du tout pour l'expertise ou le diagnostic étiologique de leur pathologie, c'est vraiment la prise en charge pour les soins courants. Et on sait par exemple que les patients autistes ou déficients intellectuels ou les deux ont, s'il y a des troubles du comportement de façon aiguë ou des troubles du comportement qui étaient chroniques qui sont tout à coup exacerbés, il faut vraiment faire une évaluation somatique de ces patients parce que souvent c'est juste lié à une cause somatique, une douleur, un abcès dentaire, et ces patients ne peuvent pas verbaliser puisqu'ils ont des troubles de la communication. Et donc l'idée, c'est de pouvoir jouer sur la cause, bien sûr, au lieu d'augmenter les neuroleptiques pour essayer de diminuer les troubles du comportement qui sont difficilement gérables effectivement en institution, de jouer sur la cause ou l'environnement, d'intervenir sur le contexte dans lequel surviennent les crises. Donc les problèmes somatiques, que ce soit la déficience intellectuelle ou d'autres polyhandicaps, ils sont souvent plus sévères parce que le diagnostic va être retardé pour toutes ces différentes raisons. Il y en a qui vont être spécifiques à certains handicaps. Et en particulier, il y a pas mal de papiers qui pointent l'accent sur la difficulté pour des soins courants comme les soins bucco-dentaires, les troubles sensoriels, la gynécologie médicale pour les femmes en situation de handicap moteur, la prise en charge de la douleur, avec du coup des diagnostics qui vont être retardés, donc des pathologies plus graves. Et donc, il y a pas mal de littérature qui pointe le fait qu'on aurait une meilleure prise en compte du handicap, on aurait une meilleure coordination de tous les acteurs du soin médical, médico-social et social. On pourrait améliorer la santé de nos patients et diminuer des hospitalisations en urgence, diminuer la durée des hospitalisations. Il y aura des conséquences moins sévères si on les prend en charge plus tôt. Et du coup, on pourrait diminuer les dépenses de santé. C'est vraiment un enjeu de santé publique. Il y a pas mal de littérature sur le medical care des patients avec intellectual disability. Donc, il y en a ce papier reprenait les différentes causes de déficience intellectuelle avec ce qu'il fallait surveiller sur le plan somatique général et éventuellement spécifique à certaines étiologies. Dans le polyhandicap aussi, il y a beaucoup de papiers, en particulier des papiers de Trousseau de Thierry Billette avec toute la prise en charge des patients en situation de polyhandicap, avec des papiers qui concluent que si on prend ces patients en charge tôt, on va diminuer les comorbidités et on va améliorer leur qualité de vie.
Il y a aussi pas mal de littérature anglo-saxonne sur le bénéfice de faire des bilans systématiques chez des patients en situation de handicap, de créer des centres ressources, des case management, ça a été fait en France en particulier pour l'Alzheimer, qui est des référents de parcours de santé. Et par exemple, dans une étude sur 100 000 personnes qui avaient une déficience intellectuelle, on leur proposait des bilans de santé systématiques et on s'est rendu compte qu'on diagnostiquait une pathologie associée ou des comorbidités chez 50 à 94% des patients, donc c'est énorme, et quelquefois avec plusieurs pathologies par patient. Donc vraiment, il faut qu'on puisse, avec en plus des pathologies pour lesquelles il y avait une action thérapeutique ou de prévention. Donc les enjeux, c'est de pouvoir faciliter l'accès aux soins et au diagnostic chez ces patients en situation de handicap, améliorer les conditions d'accueil, pouvoir les suivre, développer un suivi de proximité, c'est quand même plus facile de suivre les patients près de leur domicile, voilà, former les professionnels, éventuellement avoir des supports accessibles pour les patients qui ne sont pas lecteurs en FALC, facile à lire et à en comprendre, et former et recruter du personnel qui soit adapté avec éventuellement des coordonnateurs de soins, des infirmiers référents. Et donc, j'avais répondu à un appel d'offres de l'ARS, un appel à projet de l'ARS, en fait, qui souhaite développer des plateformes HandiConsul dans chaque département. Donc, on avait répondu pour le 75, et donc c'est le projet de la SALP qui a été retenu. Et donc, on a eu un budget par l'ARS pour développer une plateforme HandiConsult à la Salpêtrière pour 3 ans, et donc une plateforme que je vous présente là, donc, qui assure la prise en charge donc, des adultes, puisqu'on a un hôpital d'adultes, en situation de handicap, et quel que soit le handicap, vous allez voir, pour les patients du 75, et la transition éventuellement enfant-adulte, de pouvoir du coup coordonner la prise en charge somatique d'enfants qui passeraient chez les adultes. Alors l'idée de l'ARS, c'est qu'il y ait une plateforme par département. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y en a pas, donc on n'accueille pas que les patients du 75, mais normalement, à plus ou moins courte ou longue échéance, on devrait ne prendre que les patients du 75. Et l'ARS a beaucoup insisté sur une offre de soins diagnostiques, préventives et curatives, en s'appuyant bien sûr sur les différents services du groupe. Et donc pour ça, il y a un accueil unique. La plateforme, elle est située donc, à l'IE3M. Donc l'hôpital nous a alloué des locaux et on a pu engager du personnel qui est formé à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Et donc l'idée, c'est de réorganiser aussi leur parcours de soins et faire la coordination avec les acteurs de la ville. Bien sûr, ça ne concerne pas du tout la prise en charge des maladies rares et qui sont à l'origine des handicaps. Ça reste bien sûr le rôle des centres de référence et des centres experts. Mais bien sûr, si un patient est adressé sur la plateforme, je ne sais pas, pour sa prise en charge somatique, son bilan dentaire, ses vaccins, etc. S'il n'y a pas de diagnostic, il peut bien sûr être réadressé au centre de référence compétent, puisque d'affiner le diagnostic, ça pourra permettre aussi d'affiner la prise en charge. Donc là, c'était juste pour il y a une infirmière à temps plein, une aide-soignante à temps plein, qui, du fait de la crise Covid, la plateforme a été un peu décalée dans son ouverture, et ça a permis au personnel qu'on avait recruté de se former à la douleur, de suivre différentes formations avant que la plateforme soit opérationnelle. Et donc, on a pu, avec le budget de l'ARS, donc il y a une médecin interniste à temps plein, puisque l'idée, c'était d'avoir un médecin soit généraliste, soit interniste, mais qui connaissent un peu toute la médecine pour pouvoir recevoir nos patients. Il y a une gynécologue médicale à mi-temps, puisqu'il y a des gros besoins, effectivement, de suivi de gynécologie médicale, une infirmière, une aide-soignante et un mi-temps de secrétaire médical et un temps de 4 qui est mutualisé avec le service de médecine interne du professeur Amoura, puisque c'est dans le service du professeur Amoura. On a investi dans différents matériels, en particulier une table gynécologique qui peut se baisser. Et pour les femmes en situation de handicap moteur, ça permet qu'elles soient examinées facilement. Puis on peut faire des soins sous méopa et sous prémédication pour des patients autistes qui seraient particulièrement agités. Donc, c'est des patients en situation de handicap qui sont soit à domicile, soit en établissements médico-sociaux, du 75, mais tant qu'il n'y a pas d'autres plateformes, il y en a une à Villévrard, il y en a une à Étampes et il y en a une qui a ouvert à Saint-Mandé. Donc, on prend tous les patients d'Île-de-France, voire plus. Vous verrez, j'ai mis quelques chiffres, on a 50% de patients qui viennent du 75 et 50 à peu près qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est des patients atteints de troubles du neurodéveloppement, troubles du spectre autistique, déficience intellectuelle, des personnes 10 non communicantes ou non coopérantes aux soins qui présentent un polyhandicap, un plurihandicap, un handicap moteur, un handicap sensoriel, donc c'est très large, mais qui sont en échec de soins dans le système de droit commun, dans le système de soins courants, ou qui ont un parcours de soins particulièrement complexe, ou pour lesquels l'offre de soins somatiques n'est pas mobilisable en raison de différents facteurs individuels ou environnementaux qu'on a vus au début. Pour le moment, on a limité l'adressage des patients à des professionnels médicaux ou paramédicaux. Les patients ne peuvent pas venir directement sur la plateforme parce qu'on ne savait pas trop quelle allait être la demande. Et donc, pour le moment, c'est soit des médecins qui nous les adressent, soit des personnels des différents établissements sociaux ou médico-sociaux. Et on a conventionné, donc l'ARS nous a donné la liste de tous les établissements sociaux et médico-sociaux du 75, donc les foyers d'accueil médicalisés, les IME,
à tous les établissements, et on leur a proposé de conventionner avec eux. C'est juste une convention tacite, mais on s'engage à prendre leurs patients et ils s'engagent en retour à ce qu'ils soient accompagnés, ce qu'on ait un minimum d'informations sur les antécédents, le traitement. Voilà. Donc il y a un espèce de partenariat avec les établissements sociaux et médico-sociaux avec lesquels on a conventionné. On a conventionné avec à peu près une vingtaine aujourd'hui. Et il y a tout un... Alors, je ne vous détaille pas tout ce qu'on fait, mais les infirmières, l'infirmière de coordination et l'aide-soignante appellent bien sûr en amont l'établissement social ou médico-social avec un questionnaire type pour savoir ce dont a besoin le patient, quel est son mode de communication habituel, s'il est lecteur, pas lecteur, s'il communique sur tablette, voilà, pour que ça se passe le mieux possible. Ça, c'est juste le détail de toutes les conventions qu'on a déjà passées. Donc, elle a ouvert il y a un peu plus d'un an, hein, en plein contexte épidémique. Donc, elle est alliée au 3e, au premier étage. On a 2 box d'HDJ, donc on peut prendre que 2 patients en HDJ par jour, hein, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et puis il y a un bureau mutualisé pour l'équipe médicale et paramédicale et une salle d'attente qui est mutualisée, mais finalement les patients viennent directement en hôpital de jour, donc c'est rare qu'ils soient dans la salle d'attente mutualisée. Il y a un des box qui est une fois par semaine où il n'y a que de la gynécologie médicale, donc ce jour-là on prend qu'un patient en HDJ et ça permet de voir plus de patientes en gynécologie médicale puisque la demande est très importante. Il y a une signalétique qui est en cours. On a 2 associations partenaires, dont les Papillons Blancs et l'Association des paralysés de France, donc pour qu'ils vérifient que la signalétique est bien adaptée. Donc elle est faite à l'intérieur pour le moment, mais pas à l'extérieur, pas depuis l'entrée de l'hôpital. Donc les conventions, j'en ai parlé, l'appel téléphonique pour préparer l'avenue du patient aussi. On évalue le service rendu, hein, comme on disait, il faut qu'on évalue quand même voilà, le bénéfice de la plateforme et le service rendu. Et donc, il y a des questionnaires de satisfaction que je vous montrerai à la fin. Et puis, on essaye d'échanger avec les différentes autres plateformes dédiées en handicap, hein, puisqu'il y en a une, comme je vous ai dit, dans le 93, 91, 94, et il devrait y en avoir une dans le 78. Donc, on était allé voir la plateforme de Villévrard hein, pour essayer de voir comment il fonctionnait. Donc, quand on a ouvert la plateforme, on avait déjà échangé pas mal avec eux. Donc les prises en charge prioritaires, ce qu'on peut assurer aujourd'hui, c'est l'offre de soins diagnostiques préventifs, dépistage, vaccins et curatifs. Ça, c'est donc notre médecin interniste Micheline Fa qui fait toutes les consultations de médecine interne tous les jours, si besoin. Les soins bucco-dentaires, donc les soins bucco-dentaires étaient déjà bien organisés hein, sur la Salpêtrière avec Julia Bosco et Vianney Descroix, et ils prenaient déjà les patients en situation de handicap, mais là, ils viennent tous les jours sur la plateforme. Voilà, faire un premier bilan et après ils programment sur l'unité de chirurgie ambulatoire s'il y a besoin de soins sous anesthésie, avec en plus un projet IDEN qui est d'envoyer dans les foyers d'accueil médicalisés et les établissements sociaux et médico-sociaux une infirmière. Alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais voilà, avec une caméra, elle met des colorants dans la bouche des patients et si ça vire, je dis n'importe quoi, au vert c'est une carie, si ça vire au rouge c'est du tarte. Enfin, ça permet de faire un premier bilan éventuellement sur place. Il y a un projet comme ça aussi de sages-femmes qui vont dans les établissements sociaux et médico-sociaux pour essayer de faire de la prévention et de faire déjà un premier bilan in situ. Donc la gynécologie médicale, on a donc Nathalie Lee qui est à mi-temps et on est en lien avec Casavien, le centre d'accueil en soins en santé sexuelle et de lutte contre les violences faites aux femmes. Si jamais se pose ce type de problème, on peut adresser nos patientes donc à Casavia. On a des créneaux d'ophtalmo avec Adeline Touté et Christine Fardeau. Donc le lundi et le vendredi. On a une podologue pédicure qui peut intervenir quand on veut. On a un médecin, Jérémy Rézet, hein, qui est gastro-entérologue et qui passe une fois par semaine sur la plateforme. On a l'équipe mobile de la douleur donc, qui intervient sur la plateforme si besoin. L'unité mobile de soins palliatifs avec Laure Cérès qui est intervenue là plusieurs fois pour des patients Huntington très dénutris et en collaboration avec l'équipe aussi mobile de dénutrition coordonnée par Pauline Fauché et Dorothée Bédoc avec lesquelles on vient d'avoir une réunion puisqu'elles vont du coup intervenir sur la plateforme justement pour des discussions de gastrostomie. C'est vrai que c'est quand même un lieu où les patients sont en hôpital du jour, on a du temps et c'est vrai que voilà, on a pu comme ça voir des patients avec le médecin, le neurologue référent du patient, ce qui est important hein, pour tout ce qui est prise de décision par exemple de pose de dispositifs artificiels d'alimentation. Donc il y a l'équipe mobile de dénutrition qui vient, l'équipe mobile de soins palliatifs, éventuellement Jérémy Rézet qui explique comment se passe en pratique la gastrostomie, le neurologue référent. Et ça permet quand même comme ça de discuter et d'avoir du temps et que le patient soit bien installé et de ne pas faire sans consultation où on est toujours limité. Et on a des consultations ORL, en particulier avec les patients qui ont une ataxie de Friedreich, avec tout un protocole pour ces patients, le dépistage de la surdité, la prise en charge de la surdité avec Guylaine Laloux. Et puis, on a, pendant toute la période épidémique, proposé des créneaux de consultation Covid pour des patients très agités ou autistes qui n'avaient pas pu être vaccinés en ville. Et du coup, on a fait comme ça des matinées de vaccination Covid.
On fonctionne beaucoup en hôpital de jour parce qu'on se rend compte que ces patients, finalement, ils ont des besoins. Voilà, ils n'ont finalement pas besoin que d'une seule consultation. Et comme ce sont des patients considérés comme vulnérables, on peut les mettre en hôpital de jour avec moins d'examens que pour un hôpital de jour traditionnel, avec la nouvelle circulaire frontière. Donc on fonctionne beaucoup en hôpital de jour, et si on veut être pérenne et s'autofinancer, voilà, va falloir qu'on passe par là. Mais on fait aussi des consultations simples, en particulier de gynécologie médicale, ou éventuellement de médecine interne, ou des téléconsultations de débrouillage. Bon, voilà, on peut faire différentes choses sur la plateforme. Je passe. L'ORL, j'en ai parlé. Donc l'évaluation des patients avec des pathologies neurodégénératives évoluées. Donc on a été amené à avoir des patients en consultation pluridisciplinaire pour des maladies de Huntington, une neurofibromatose ou des SLA. On a une fiche de nutrition, enfin de dénutrition plutôt, puisque c'est voilà, que les infirmières peuvent remplir en amont pour essayer d'évaluer la dénutrition, en plus du grip test et puis voilà, du poids de l'IMC, enfin différents paramètres. Il y a une plaquette de communication, je pense que peut-être on vous en a mis quelques-unes, donc voilà, juste pour nous situer dans l'hôpital, informer sur ce qu'on propose, comment on peut prendre rendez-vous, avec le mail et le téléphone, et puis voilà, à quel public est adressée la plateforme, comment on peut adresser un patient et quelles sont les différentes consultations. On avait pas mal communiqué sur la plateforme, hein, donc voilà, juste... depuis 1 an, on essaie de communiquer et de diffuser l'information qu'on a ouvert. On remplit les critères de labellisation parce qu'il y a moi je ne savais pas, mais il y a une société française des consultations dédiées handicap avec des réunions annuelles. Donc j'ai participé à celle de l'année dernière qui était malheureusement en Zoom. Et donc il y a différents critères pour être labellisé, sauf quoi on devrait pouvoir l'être, puisque finalement, voilà, je ne vous détaille pas, mais on remplit, on coche tous les critères de consultation dédiées handicap. Voilà, donc on a d'autres projets un peu plus de recherche. Hein. J'ai eu un petit financement par l'association Personnage pour recruter une ARC qui va être mutualisée avec la plateforme de Ville-Évrard et qui va nous permettre déjà d'évaluer notre activité, d'essayer de voir s'il y a des comorbidités plus fréquentes en fonction des handicaps, s'il y a des complications plus fréquentes, dont tel, je sais pas, syndrome génétique rare, enfin, d'essayer d'évaluer notre activité, d'évaluer le service rendu, hein, avec des questionnaires de satisfaction qu'on remet aux patients ou aux aidants à la suite du passage sur la plateforme. Voilà, et puis on va peut-être essayer d'avoir un poste d'interne, puisqu'on pense que c'est très formateur pour les internes, soit de médecine générale, soit éventuellement de gynécologie médicale, puisqu'on a une forte activité de gynécologie médicale. Voilà, d'être formé au handicap et de passer sur la plateforme pour peut-être un interne mutualisé avec la médecine interne, mais que aussi les jeunes médecins en formation puissent se former au handicap. Donc ça, c'est notre activité. Alors en janvier, on venait d'ouvrir. Voilà. À partir du moment où on a commencé à bien communiquer, au mois de mai-juin, l'activité a un peu décollé. Donc juste au début, les patients étaient, comme on était plus connus sur le groupe, à 50% venaient de la PHP, et puis des établissements sociaux et médico-sociaux à peu près 30%, des médecins de ville 10% et autres 12%. C'est en train de s'inverser un peu, puisque voilà, maintenant on a quand même communiqué plus. Le type de handicap, donc il y a 60% de patients avec déficience intellectuelle, plus ou moins des troubles du spectre autistique, plus ou moins d'autres symptômes neurologiques. Il y a 30% de patients qui sont en situation de déficience motrice, et puis sensorielle 9%. Voilà, notre activité, c'est essentiellement de l'hôpital de jour, mais pas que, hein, soit à peu près 60%, et puis 32 de consultes simples et de 10% de téléconsultations. Ça, c'était les questionnaires de satisfaction. Donc voilà, ils sont plutôt très satisfaits ou satisfaits, peu satisfaits, pas trop, sauf pour la signalétique depuis l'entrée de l'hôpital, mais elle n'existe pas. Donc de toute façon, ils ne peuvent pas être satisfaits, elle n'est pas encore faite. Et puis d'autres, on pose quand même, pas mal de questions, et globalement, les patients sont plutôt satisfaits. Ou les aidants. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Pauline. Pour sourire, il y a 62% des gens qui sont donc très satisfaits de quelque chose qui n'existe pas. Oui, c'était pas mal, ça aussi. Hein, c'était quand même intéressant, l'évaluation est toujours intéressante. Oui, c'est ça. 62% très satisfaits de ce qui n'existe pas. Est-ce qu'il y a des... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette présentation ? Bon, écoutez, je sais qu'il y a un appel d'offres dans le Nord pour créer une handiconsulte dans le Nord. Oui, j'allais te demander, est-ce qu'il y a d'autres à ta connaissance ? Apparemment, il y a des appels d'offres. Il y en a une à Toulouse, en disco. Oui. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a un petit peu
Non, non, il y en a un peu partout. Il y a un maillage, ils essayent d'avoir un maillage national, mais l'idée, c'est qu'il y en ait vraiment une par département et que les patients puissent être adressés à proximité de leur domicile, ce qui est... Non, non, bah, ça serait important que ça puisse se développer partout.